La team Invox l'a bien dit, les communautés, c'est mon sujet du moment. Parce que quand je vois ce genre de posts, j'ai de la peine. Là, on est devant des posts d'entreprises sur LinkedIn qui ont des millions de followers pour certaines, ou Brevo, quant à cette page, des dizaines de milliers de followers. Et on voit 1 like, 10 likes, 20 likes. Ça me fait de la peine. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de communiquer sur les pages entreprises sur LinkedIn, mais la portée est plus qu'elle était. Il y a une fatigue des réseaux sociaux. Et ce que je me dis, c'est qu'il faut arrêter de dépendre des algorithmes à tout prix. Quand je vois ça aussi, j'en ai un petit peu marre, voilà. Ça, c'est un exemple de ma boîte mail il y a quelques jours. Beaucoup de mails non ouverts que j'ai pas super envie d'ouvrir. Les tons sont descendants. Parfois, ça peut être humoristique. Le contenu peut être intéressant. C'est pas forcément le problème. C'est plus la quantité, l'unilatéralité de ces messages-là. Et je suis pas la seule à être fatiguée. Il y a une fatigue qui se ressent vraiment sur les réseaux sociaux et les canaux marketing traditionnels. Et donc, j'ai envie de vous parler d'un canal qui est innovant, parce que oui, les communautés sont un vrai canal marketing. Et donc, on va partir dans des petites définitions pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, une communauté, c'est un groupe de personnes. Quel type de personnes? Il ne faut pas confondre ces personnes avec des clients ou avec des cibles auxquelles on s'adresse dans d'autres canaux marketing. C'est des personnes qui peuvent être affiliées à la marque ou non, qui peuvent avoir envie d'acheter ou non, et c'est pas des cibles à chasser comme je le mets sur cet exemple par exemple, donc c'est peut-être un petit peu petit pour lire. C'est un message qui m'a été envoyé sur une communauté privée dont je fais partie. Donc ils l'ont bien dit en introduction, je fais partie d'un certain nombre de communautés. Ici, c'est sur une communauté internationale de femmes dans l'e-commerce. Et une personne m'envoie ce message complètement sans contexte. Je me souviens même plus ce que c'est. Ça parle de tech, de web dev, j'ai même pas trop compris. Elle essaye de me vendre son truc sans aucun contexte. Clairement, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'il faut communiquer sur les communautés privées, mais je vais vous montrer heureusement beaucoup de bons exemples ensuite. Donc au contraire, c'est des personnes qui sont plutôt des brand lovers, parfois. Ça peut être quelque chose de préexistant pour faire partie d'une communauté. On peut déjà avoir une affiliation et le besoin d'interagir avec une marque, ce qui fait qu'on va faire partie d'une communauté, ou encore faire partie d'un écosystème sans forcément être dans une optique d'achat. Et finalement, ce qui regroupe ces personnes, c'est que ce sont des humains qui ont un vrai esprit critique et qui vont parler de vous, avec ou sans vous. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est que donc c'est des humains qui vont avoir un avis sur les marques. Et donc, pour résumer, une communauté, c'est un groupe de personnes réunies autour d'intérêts, de valeurs ou d'objectifs communs qui interagissent régulièrement et qui participent activement à la vie du groupe. Et je note aussi que c'est un réseau décentralisé parce que, contrairement à certains canaux marketing qui sont unilatéraux, là, la marque n'a pas forcément le contrôle sur toutes les communications qui se passent dans les communautés privées. Donc parlons peu, parlons ROI. Je sais que vous êtes là pour ça. Les marketeurs, ce que vous voulez savoir, c'est les stats. Au cas où je ne vous avais pas encore convaincu de l'intérêt des communautés privées, il faut passer par les chiffres. Vous avez ces chiffres de Salesforce, par exemple, qui s'expriment sur l'intérêt de sa communauté privée, qui est énorme, hein, c'est tentaculaire, la communauté Salesforce, et donc qui montre que, par exemple, les clients qui sont dans les communautés privées dépensent 2 fois plus que ceux qui ne sont pas dans les communautés privées, ou encore sur le côté Customer Success, découverte des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits Salesforce. Il note aussi qu'il y en a énormément qui découvrent ces fonctionnalités dans les canaux privés de Salesforce, et également les stats de Atlassian, qui, eux, ont mené une étude sur leur taux de churn en comparant leurs clients qui avaient rejoint la communauté de marque dans les 2 premières semaines ou non. Et ils ont noté donc que ceux qui l'avaient fait avaient 2 à 3 fois moins de risque de churn. Donc pour formaliser un petit peu tout ça, je vous ai remis le funnel marketing que vous connaissez bien.
Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que les communautés servent à tous les stades du funnel. Et c'est vraiment ça qui va vous faire comprendre qu'il y a un avantage définitif à utiliser les communautés dans tous les objectifs de la demand generation. Quand on pense au haut du funnel, évidemment, dans les communautés, les marques peuvent devenir top of mind avec toutes sortes de contenus qui vont être partagés pour la qualité de leur contenu et pas forcément pour leur capacité à vendre, mais aussi ça peut servir à se donner des recommandations de produits très concrètes. Typiquement, le genre de post qu'on voit énormément dans les communautés, c'est je cherche un outil qui fait telle et telle chose, est-ce que vous en avez recommandé? Et s'il y a un certain nombre de membres qui partagent une bonne expérience, typiquement ça c'est très fort, ça va carrément nous faire avancer dans le funnel et éventuellement nous faire acheter. Et ça sert aussi à aider au support, à la fidélisation. Donc vous avez quelques exemples de messages qui peuvent être échangés aux différents stades du funnel. Et par rapport au ton, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un exemple de ce qui a pu se passer. Dans une communauté où je suis également, il y a une personne qui demandait « Est-ce que vous auriez un outil pour l'affiliation ?» C'est un besoin qu'elle avait à ce moment-là. Et tout le monde lui recommande l'outil Impact. Ce que je peux corréler avec mon expérience personnelle aussi. Je connais des marques très réputées qui utilisent Impact pour ça. Et donc, clairement, c'est une reco qui fait sens. Et on peut se dire, la personne, après avoir eu 5-6 personnes qui lui disent 100% des recos, c'est Impact, elle va certainement acheter parce que ça lui a été recommandé par des humains. Et à l'inverse, sur la gauche, j'ai pris tout simplement un screenshot de la homepage d'Impact. Alors en français, du coup, on peut se dire aussi, c'est pas non plus forcément très bien traduit. Le bouton êtes-vous une marque, êtes-vous un partenaire, c'est même pas forcément un CTA. Enfin voilà, il y a quelques logos de marques qui sont clientes, mais moi en tout cas, ça m'a pas forcément motivé à avancer dans le funnel d'une manière ou d'une autre. Et réellement, ça fait une énorme différence en fait. Le ton institutionnel d'un côté et l'humain de l'autre. Et pourtant, vous notez que de l'autre côté, je ne sais pas forcément si les personnes qui recommandaient Impact travaillent là-bas ou non. Utiliser les communautés dans son marketing, ça ne veut pas dire forcément soi-même avoir sa propre communauté. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi comme levier, c'est l'effet IKEA. Si vous connaissez ce principe en psychologie, c'est le fait que quand on a participé à construire quelque chose, on lui donne davantage de valeur que lorsqu'on l'achète et qu'on ne l'a pas construit. Donc typiquement, les meubles IKEA, on leur donne plus de valeur. C'est ce qu'a prouvé cette étude. Et en d'autres termes, la marque soutient la communauté, et la communauté soutient les marques parce que quand on va avoir des personnes qui demandent par exemple qui peut s'adresser, qui peut parler de tel ou tel sujet en webinaire pour moi, je cherche des invités pour mon podcast ou par exemple envoyer des études pour un e-book, une étude de grande envergure en demandant comment sont vos pratiques, etc. Il y a toutes sortes de manières en fait de co-créer du contenu dans les communautés. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous montrer, c'est que les membres, du coup, participent parfois à la création de contenu ou parfois même carrément à la création d'un produit en donnant leur feedback et leur désir sur les produits et services d'une entreprise. On me dit dans l'oreillette que vous voulez des exemples concrets. On va en montrer quelques-uns ici. Alors, je ne vais pas tous les lire. Ici, justement, j'avais envie de montrer des exemples B2B. La team Invox vous parlait tout à l'heure en introduction d'exemples B2C qui existent. Donc là, j'avais vraiment envie de me focaliser sur le B2B, ce qui est normalement votre cas pour la plupart d'entre vous. Et je vais m'attarder sur 3 exemples. Alors l'exemple Slack, c'est une communauté dans laquelle je suis moi en tant que membre, qui réunit des personnes qui sont owners ou admins de communauté Slack. Donc moi j'y suis en tant que créatrice de la Social Media Sisterhood, qui est la communauté Slack que j'ai créée pour les femmes qui travaillent dans les réseaux sociaux. Et donc c'est un Slack qui est géant. Ça c'est un sticker qu'ils nous ont partagé il n'y a pas longtemps pour qu'on puisse éventuellement
repartager sur nos réseaux à nous en disant dans la communauté on est 100 000 membres. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'elle est vachement segmentée par communauté locale. Donc il va y avoir des animateurs et animatrices locales. Donc on a un mec qui dirige la Paris Slack Community, qui a eu pour mission de la faire revivre récemment, puisqu'apparemment elle existait à un moment, et lui il a eu pour mission, voilà, il a été engagé pour ça en tant que freelance, de raviver cette communauté. Il organise des événements en ligne et en présentiel, ça peut être vachement sympa. On a fait des caouts sur est-ce qu'on connaît bien les fonctionnalités Salesforce, Slack, etc. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Slack fait partie de Salesforce. Donc on disait aussi tout à l'heure qu'ils étaient très forts en communauté B2B. Et il y a aussi du coup beaucoup de liens avec les produits, non seulement Slack, mais aussi Salesforce, parce que régulièrement, voilà, il y a des petits pings vers telle et telle fonctionnalité qui sont sortis. Donc voilà, un modèle intéressant. Et le deuxième modèle, il est complètement différent. Donc Ramène ta fraise, c'est une boîte fondée par Nina Ramen, qui est une personne qui est une des plus populaires créatrices sur LinkedIn en France. Et elle, sa mission, c'est une mission sociale carrément, c'est de permettre aux femmes de davantage prendre la parole lors prendre la parole sur LinkedIn dans des posts. Donc elle va les aider avec ça très concrètement, et sa mission est même un petit peu plus large. Voilà, aider les femmes à prendre leur place dans la société, démonter le système de patriarcat qui fait que les femmes n'osent pas prendre leur place et ne sont pas au poste de dirigeante auquel elles pourraient aspirer. Et donc le modèle de Nina, il est vachement intéressant parce qu'elle a tendance à plutôt créer des communautés éphémères, où elle va en fait créer des challenges de temps en temps qui ont une énorme envergure. Il peut y avoir des milliers, voire des dizaines de milliers de femmes qui s'inscrivent. Où vous voyez un exemple ici, elle explique, enfin elle a des employés aussi chez Ramène ta fraise, elle explique comment faire pour rejoindre tel canal. Il y a même des sous-groupes. Ensuite, on rejoint un groupe de 5 personnes ou autres de manière à s'entraider les unes les autres pour poster au quotidien. Le challenge dure un certain nombre de jours pendant lequel on est encouragé à poster en utilisant les templates fournis par Nina. Et il y a aussi beaucoup d'apports de valeur descendants de la part de Nina, donc elle va fournir des lives, comme là sur la droite. Elle était en train d'organiser un live pour les personnes qui participent à ce challenge uniquement, et toutes sortes de ressources qui sont faites uniquement pour la communauté privée. Donc clairement, maintenant, Nina, elle est top of mind pour moi. Si je connais quelqu'un qui a un besoin d'aide en copywriting ou en coaching de copywriting, je vais clairement diriger cette personne vers Nina. Et enfin, l'autre exemple qui est encore un business model différent, c'est le café de l'e-commerce. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, ils l'ont fait à l'envers. C'est une communauté d'auditeurs et d'auditrices avant tout, qui écoutent ce podcast qui existe depuis, il me semble, 5 ans. Enfin, vous voyez sur le screenshot un des messages sur WhatsApp qui dit qu'il y a l'épisode 200 et quelques qui vient de sortir. Donc, c'est un des podcasts les plus écoutés en business en France. Et le ton du podcast, en fait, est vachement humain. Parfois rigolo, voilà, très terre à terre, très sympa à écouter. Et donc de fait, les personnes ont envie de se rassembler pour parler des apprentissages de ce podcast. Et donc le réseau WhatsApp, il s'est créé d'une manière assez organique parce qu'ils avaient plein de demandes de personnes qui avaient envie d'interagir. Donc voilà, du podcast, c'est devenu du coup une communauté WhatsApp. Ils ont aussi créé des événements qui ont tendance à être plutôt des événements locaux. Alors, Laetitia et Adrien, ils habitent à Paris. Ça se passe souvent à Paris, mais parfois ils se délocalisent à Lille, ils vont aux États-Unis, ils vont à pas mal d'endroits. Et c'est des événements plutôt en petit comité, plutôt intimes. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, plus tard, eux, ils ont décidé chacun de quitter leur boîte, où ils étaient respectivement et où ils ne vivaient pas encore de leur podcast et de leur activité communautaire, pour finalement créer leur agence. Et maintenant, finalement, il y a tout leur business model qui est basé sur cette communauté. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu un panel des business models différents qui existent. Et là, vous me dites, c'est cool Déborah, mais comment on fait ? Pas de panique, je vais vous montrer comment on peut utiliser les communautés professionnelles en 3 niveaux. On va dire que le level 1, c'est celui qui est le plus facile, et le 3e, le plus énergivore. Donc on commence tout de suite avec le premier. Et en fait, ce que je vais vous prouver, c'est qu'il y a un niveau qui existe,
de community building, qui ne signifie pas forcément de créer sa propre communauté. Déjà, on peut à minima utiliser les communautés pour faire sa veille. Donc il faut absolument répondre au profil des membres recherchés. Il ne s'agit pas d'être un espion ou une espionne dans une communauté qui ne veut pas de nous. Mais si c'est le cas, dans ce cas-là, on peut réellement en bénéficier si tant est qu'on ne fait pas d'autopromo directe ou volontaire. Par exemple, ce genre de truc qu'on a pu déjà voir, des personnes qui nous parlent de leurs produits alors qu'on n'a rien demandé. Enfin, voilà. Si tant est qu'il y a un canal d'autopromo, ça peut se faire, mais il faut avoir tendance à répondre occasionnellement à un besoin qui a été exprimé par un ou une membre, là où c'est approprié. C'est déjà quelque chose que vous pouvez développer, que vous ne faites pas forcément, et c'est du community building. Je passe au level 2. À ce moment-là, il ne s'agit toujours pas de créer sa propre communauté, mais de préparer son contenu en tout cas et ses produits et services pour qu'ils puissent eux bénéficier du dark social. Et donc il y a beaucoup d'enjeux techniques auxquels on ne pense pas toujours. Faire des liens explicites et plutôt courts, par exemple. Donc là, dans ce lien-là, on a le lien qui reprend tout le titre de l'article, ce qui se fait beaucoup en journalisme, par exemple, chaque mot séparé d'un tiret, avec l'open graph qui montre une image du sujet de l'article. Et ici, un autre exemple. Donc l'open graph, c'est les données qui servent à afficher le visuel et qui montrent comment ce lien et tout le texte va afficher dans le dark social. Ce que je voulais noter ici, c'est que l'open graph, il est vachement explicite sur l'apport de valeur de la boîte elle-même. Ici, c'est pas un contenu, c'est la homepage de la boîte elle-même qui résume sa proposition de valeur en disant « shop in email ». On a très bien compris ce que vend la boîte. Et donc, c'est intéressant de faire ça aussi quand on prépare ces liens. Donc voilà, pour résumer, pensez bien à toutes ces choses techniques qui sont primordiales. Et pour aller même un petit peu plus loin, réfléchissez aussi à des méthodes d'ungated content, c'est-à-dire des contenus qui ne sont pas forcément protégés par des formulaires, parce qu'en fait, le PDF, il va être partagé. Le PDF ou la ressource, elle va être partagée de membre à membre. Typiquement, quand il y a quelqu'un qui nous dit « j'ai lu ce rapport de HubSpot vachement intéressant », tout le monde lui demande « t'as le PDF ?» On n'a pas du tout envie de partager la landing page avec le formulaire. Donc voilà, c'est quelque chose à réfléchir. Et si vous adoptez le ungated content et toutes ces méthodes que je vous conseille, dans ce cas-là, il faut aussi revoir son modèle d'attribution et penser à inclure la self-attribution sans forcément que ce soit 100% de son modèle d'attribution. Mais on peut imaginer, en tout cas, ajouter à notre modèle qui peut inclure Google Analytics et compagnie, une question à un moment qui dit comment nous avez-vous connus et inclure dedans la communauté avec voilà, une granularité qui nous sera propre. Et pour résumer, il faut aussi penser à la qualité, non seulement de notre contenu, mais même de nos produits ou services, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on s'adresse à des humains, enfin, en tout cas les humains parlent de nous dans les communautés privées, et c'est des personnes qui sont expertes de leur sujet, souvent dans des communautés de niche, donc il faut s'adapter à leurs exigences, aussi bien notre contenu que nos produits et services vont être critiqués. Et j'arrive au level 3. Du coup, là, pour le coup, on parle de créer et animer sa propre communauté professionnelle. Donc, j'ai 10 points qui ne sont pas forcément chronologiques. En fait, c'est des choses que je conseille, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui pourront vous intéresser si vous vous motivez pour créer votre propre communauté. Les points qu'il faut noter, c'est que les objectifs ils doivent être adaptés aussi bien pour les membres que pour l'entreprise. Il ne s'agit pas forcément d'avoir un objectif uniquement pour l'entreprise et qui ne convienne pas et qui n'intéresse pas des membres qui pourraient avoir un intérêt de joindre cette communauté, ça ne marchera pas. Donc vous pourrez regarder le modèle Spaces qui a été créé exprès pour ça, de manière à pouvoir définir les objectifs de sa communauté. Et sur la cible, je note qu'il faut chercher un dominateur commun qui est assez niche quand même, de manière à ce qu'il y ait un sentiment d'appartenance entre les membres. Si c'est trop large, ça risque en fait d'être contre-productif. Par rapport aux plateformes, celles qu'on connaît le plus souvent, ça va être Slack ou WhatsApp. Souvent, le choix va se jouer entre les deux, à savoir que Slack, c'est plus organisé. WhatsApp qui a plus d'engagement, c'est vraiment des modèles différents. Après, il y a aussi Discord, Telegram, Facebook. Les groupes Facebook sont encore pas mal utilisés. Ou encore même sur son propre site web, ça existe aussi. C'est des modèles de communauté un petit peu différents.
Sur le moment fondateur, je ne reviens pas forcément dessus. Vous verrez une photo sur le dernier slide d'un exemple du lancement de la Paris Slack Community dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis je reviens un petit peu aussi sur les contenus qui mettent en avant les membres. Donc on disait tout à l'heure, souvent on peut poser la question aux membres qui veut participer, qui veut être invité à mon contenu, etc. On peut aussi proposer des contenus qui sont internes à la communauté, par exemple des visios. Ce que je fais régulièrement avec la Social Media Sisterhood, je propose à une membre de faire une présentation de 5-10 minutes sur un sujet d'expertise, de manière à ce qu'elle puisse mettre en avant son activité auprès des membres. Donc ça peut être aussi des contenus privés, ou comme vous le verrez sur la slide suivante, des podcasts qui sont disponibles au public. Et enfin, le point qui est assez intéressant de noter, c'est que les KPI ne vont pas être les mêmes que sur les autres canaux marketing. Donc je vous le disais en introduction, c'est un canal marketing à part entière. Cependant, on ne le mesure pas de la même manière que d'autres canaux, avec par exemple un nombre de leads générés, que ce soit MQL, SQL ou quoi que ce soit, ou forcément une action directe sur le CA. On va mesurer plutôt le niveau d'engagement, le nombre des échanges, voire même la qualité perçue en parlant aux membres un par un ou en faisant des enquêtes. Et oui, aussi des leads indirects qui seront générés ou repérés par la communauté privée et qui peuvent être, qu'on peut connaître grâce au modèle de self-attribution dont j'ai parlé, ou avec des conversations avec votre équipe sales. Donc vous l'aurez compris, quelques exemples ici qui me parlent à moi. Sur la gauche, un rituel de ma communauté où Laetitia partage toutes les semaines sa veille TikTok. En haut, c'est le Content Club qui est fondé par Invox. À droite, vous avez le podcast Futur Proche, qui est donc un podcast public qui invite régulièrement les membres de cette communauté marketing. Et donc en bas, c'était le lancement de la Paris Slack Community. Donc je vous le disais, les communautés sont un vrai levier stratégique à ne pas ignorer. Et ma petite mise en abîme, parce que c'est ma petite touche perso que j'aime bien faire toujours, s'il y a des femmes qui travaillent dans les réseaux sociaux, je les invite à rejoindre la Social Media Sisterhood. On peut s'en parler après. Merci.